Donc, on va reprendre dès à présent notre table ronde numéro 1 après cette belle pause ensoleillée. Table 1 sur identifier et valoriser le matrimoine. Donc, on va pouvoir d'abord écouter Christine Barr sur musée et collection matrimoniale vers un musée des féminismes à Angers. Nous aurons ensuite l'intervention de Constance Caron et Alexis Hamelin avec une vidéo de Marie Guédon sur le rôle des archives municipales dans l'émergence d'un matrimoine local avec l'exemple de Saumur. Et puis enfin, nous irons nous inspirer du côté de Rouen, Normandie, avec les Journées du matrimoine présentées par Émilie Lost, Cécile Bellehache et Faustine Lebras. Alors pour démarrer tout de suite cette première table ronde, donc on a le plaisir d'accueillir Christine Barr. Donc Madame Barr, vous êtes professeure des universités en histoire contemporaine à l'Université d'Angers, mais également fondatrice et coprésidente de l'AFEMUSE, Association pour un musée des féminismes, avec Julie Verlaine, que nous avons entendue ce matin. Donc vous êtes chercheuse connue et reconnue sur le féminisme et sur l'histoire des femmes, entre autres. Et donc vous allez nous présenter le travail de l'AFEMUSE et sa place dans la consolidation d'un matrimoine féministe. Bien. Merci à Catherine Russac pour cette invitation. Vraiment une belle journée très utile aussi pour les contacts qui se tissent. Je suis très heureuse d'être ici et très heureuse d'être ici avec mes camarades de la FEMUS parce qu'on est un certain nombre. Donc Julie Verlaine que vous avez entendue ce matin, Anne Ravard qui nous accompagne sur ce projet, Lucille de Vulder qui est notre chef de projet et Léonie Robin qui est alternante chez nous. Donc voilà, je ne parle pas au nom du collectif, mais je vais vous parler quand même de beaucoup d'expériences collectives. C'est une sorte d'histoire à partir de mon point de vue. On pourrait avoir d'autres histoires, d'autres généalogies de ce projet de musée, mais c'est comme ça que moi je l'ai vécu en fait depuis 25 ans en fait, parce que on peut faire remonter cette histoire assez loin. Mais pour commencer, alors matrimoine féministe, il va falloir s'habituer à l'expression, mais comme on l'a vu tout à l'heure, le mot est quand même assez récent. On n'avait pas l'habitude de l'associer au mot féminisme. Et il faudrait peut-être aussi définir ce terme de féminisme au pluriel, désormais. C'est quelque chose de très complexe à définir. C'est un mot qui a été créé par des hommes successivement dans différents sens, toujours pour désigner une pathologie. Alors à l'origine, une pathologie médicale, des hommes qui sont atteints d'un certain type de tuberculose et qui se féminisent. Et on passe ensuite à la pathologie politique avec Alexandre Dumas-Fils, qui, dans L'Homme-Femme, en 1872, parle des féministes au masculin pluriel, spécialistes de la femme au singulier, et qui ont cette idée folle de défendre l'égalité entre les sexes. Donc c'est un mot qui naît sous le signe de la pathologie. Et ensuite, Hubertine Auclair, 20 ans plus tard, va retourner le stigmate et utiliser le terme pour désigner la lutte pour l'égalité des sexes et les droits des femmes, donc en 1882. Donc un terme relativement récent et qui a toujours eu des connotations péjoratives. Il y a une lutte autour de la définition et un combat antiféministe. C'est pour ça que on peut estimer vraiment nécessaire de faire l'histoire des féminismes tout autant que l'histoire des antiféminismes. Quand on parle du féminisme, des féminismes, en fait, on parle d'un combat qui traverse toute la société. Le féminisme, c'est un peu comme un noyau dur militant depuis la Troisième République, avec des associations pérennes, des figures, des journaux, des livres, des intellectuels. Il y a un caractère intellectuel assez marqué. Et ce noyau dur militant, il diffuse dans tous les secteurs de la société. Là, j'en ai juste montré quelques-uns. Ça diffuse dans la culture, dans l'éducation, dans le domaine de la santé, dans la vie politique. Et donc, c'est l'international. Enfin, c'est vraiment un champ très vaste qui va au-delà des sujets un peu
auxquels on pense traditionnellement, les suffragettes, la lutte pour la contraception et l'avortement. Oui, c'est fondamental, mais il y a aussi beaucoup d'autres thématiques. Alors, comment transmettre cette histoire en allant des archives au musée? Ça a été un peu ma trajectoire d'historienne, d'une prise de conscience finalement assez récente, les années 2000, que sans effort militant, les archives féministes étaient menacées, pas assez prises en charge par les archives publiques, et qu'il fallait organiser, créer une association, collecter et créer un nouveau centre d'archives à Angers, et mettre en réseau aussi des structures spécialisées qui s'occupent de ces archives féministes dans toute leur diversité. Il y a par exemple le centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui s'occupe des vidéos. Donc voilà quelques images du site de l'association Archives du féminisme. Donc pourquoi 2000 ? Il y a eu une prise de conscience du fait que la bibliothèque Marguerite Durand, qui est la bibliothèque spécialisée sur les archives du féminisme à Paris, créée en 1932 par la journaliste Marguerite Durand, que cette bibliothèque avait des problèmes récurrents, qu'elle était saturée, elle devait refuser des fonds d'archives, et donc il était urgent à ce moment-là de créer une nouvelle structure. Et ça s'est fait à Angers. Donc l'association a réuni des bénévoles qui ont organisé une collecte en se rendant au domicile de militantes ou en répondant aux demandes d'associations. Donc il y a à peu près autant de fonds d'associations et de militantes. Voilà un exemple de déménagement. Et donc à Angers, à la bibliothèque universitaire de Belle-Beille, un centre a été créé en même temps en fait que la naissance de l'association. Donc l'association, elle s'occupe de la collecte et de la valorisation, et la bibliothèque, elle conserve les fonds d'archives. Et ça se fait grâce aussi à un master en archivistique bien connu, et des étudiantes et des étudiants qui classent les fonds. Donc on arrive aujourd'hui à une centaine de fonds d'archives dans lesquels on trouve de l'iconographie et des objets auxquels on ne prêtait pas très attention avant que ne naisse ce projet de musée. Donc, quelques exemples d'arrivée d'archives avec ce moment important du dépôt des militantes qui sont heureuses de transmettre en fait leur matrimoine et d'imaginer qu'elles vont, grâce à ces archives, avoir une place dans l'histoire. Alors oui, cette diapo pour rappeler que le centre a commencé à Angers avec l'arrivée d'archives de Moscou, ce qui était pas ordinaire. On a récupéré des archives qui avaient été saisies par les Allemands en 1940, emportées à Berlin, dans le secteur soviétique, puis gardées à Moscou jusque dans les années 2000, quand la France a négocié le retour de ces archives. Donc, des archives de Cécile Brunjvik, qui était la grande organisatrice du mouvement suffragiste en France, et aussi quelques autres fonds. Donc, c'était vraiment très précieux d'avoir et très émouvant de découvrir l'existence de ces archives, à vrai dire. Donc, à Angers, on a aussi des archives assez anciennes, comme ces archives de la première vague, mais on a plutôt des archives de la deuxième vague. Et on voit aussi au fil du temps que donner ces archives, c'est vraiment un choix politique.
Est-ce qu'on les donne aux archives nationales ou est-ce qu'on les donne à un centre spécialisé où ça va être au plus près de la recherche avec des possibilités de valorisation, exposition, colloques. Donc, Yvette Roudy, par exemple, est un cas assez intéressant, première ministre des droits de la femme. On disait ça comme ça à l'époque, en 1981. Elle aurait pu donner, en tant que ministre, ses archives aux archives nationales. Elle était socialiste, elle aurait pu donner ses archives à l'Office universitaire de recherche socialiste. Et puis finalement, elle a choisi les archives du féminisme, ce qui était une de ses identités militantes, mais peut-être la plus vibrante, la plus intense au soir de sa vie. Alors, on n'a pas eu les archives de Gisèle Halimi, mais on a eu les archives de Choisir la cause des femmes, son association. Donc, de plus en plus, il y a des négociations autour de la destination des archives. En tout cas, Angers est un peu la destination militante, dans la mesure où c'est un centre spécialisé. Et j'insiste aussi, vous voyez l'Union féminine civique et sociale, qui est une association d'origine catholique, créée en 1925, qui s'est déconfessionnalisée par la suite. C'est une association féministe très modérée, mais qui s'est retrouvée quand même dans quelque chose qui s'appelle Centre des archives du féminisme. Donc ça montre aussi qu'il y a quand même... Le pluriel est vraiment justifié parce que toutes sortes de sensibilités philosophiques, politiques, culturelles se retrouvent derrière ce terme féminisme. Il y a aussi les femmes gaullistes, femmes à venir. À notre grande surprise, elles sont venues vers nous pour déposer leurs archives. Donc il y a aussi un peu de féminisme de droite, un peu minoritaire. On a plutôt des associations, des militantes qui sont aussi à gauche, parce qu'il faut dire aussi que le féminisme fonctionne rarement tout seul, en totale autonomie. Il y a des liens, les militantes sont souvent plusieurs casquettes, comme on dit. Elles sont aussi des militantes politiques, syndicalistes, associatives, voilà, pas seulement féministes. Ce qui a été marquant aussi dans les dernières années, c'est les progrès de l'identification des fonds d'archives, avec le guide des sources de l'histoire du féminisme, qui existe en ligne également. Le fait que les archives féministes sont même devenues un objet d'étude. Il y a eu un colloque, un livre sur le sujet, ce qui était complètement inimaginable encore il y a une vingtaine d'années. Des programmes de numérisation de la presse féministe aussi qui fonctionnent très bien. Une collection archives du féminisme avec maintenant 35 ouvrages, dont pas mal de colloques, pas mal de thèses. Bon, je rappelle ça je l'indique, pour souligner le fait que ce musée des féminismes que nous sommes en train de créer, il est en lien très étroit avec la recherche et avec toute cette effervescence dans les universités autour de ces sujets. Il y a vraiment une attirance des étudiantes et des étudiants pour ces sujets. Et on arrive aussi à l'heure des synthèses, des dictionnaires, ce qui montre que les recherches se sont accumulées depuis les années 70 en fait, depuis Michel Perrault, Yvonne Knibiller, Françoise Bach, toute cette génération de Michel Perrault. Alors c'est dans la logique des choses en fait d'avoir un musée, qu'on puisse transmettre ces recherches faites sur des archives désormais mieux identifiées, mieux conservées, que ces recherches soient transmises pour un large public. Alors, le rêve de musée, il est ancien. Une des archivistes militantes du mouvement féministe, Marie-Louise Bouglet, en 1926, alors, dans une conférence à la Chambre syndicale des sténodactylos à Paris, disait « Je rêve d'une bibliothèque immense et très complète sur la femme et l'enfant, à laquelle serait adjoint une sorte de musée des objets se rapportant au sujet. »
Et c'est vrai que l'idée d'associer une bibliothèque à un musée, c'est assez classique. Alors, il y a eu un premier projet de musée à Paris en 2001, 2002, 2003 qui a échoué. Alors, ce n'était pas sur le féminisme, c'était sur l'histoire des femmes. Il existe de nombreux musées des femmes dans le monde. Alors, est-ce qu'on veut faire un musée des femmes ? Ce n'est pas tout à fait ça. Hein, c'est sur le féminisme. Il y a quand même une différence. On pourra peut-être y revenir. La plupart de ces musées des femmes alors, sont soit des musées militants, gérés par des associations militantes féministes, donc pas de lien particulier avec la recherche, soit des musées très institutionnels d'État, et qui peuvent défendre une vision, par exemple au Vietnam, assez nationaliste en fait, hein, du rôle des femmes dans l'histoire nationale, dans la libération nationale. Voilà, donc ce sont aussi des sujets qui peuvent être manipulés politiquement, enfin qui sont derrière, il y a des enjeux politiques et institutionnels. Alors pour surmonter la déception de cet échec à Paris, Muséa a été créé, c'est un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre. C'est un musée virtuel qui a été créé en 2004 à l'Université d'Angers, mais qui a une ouverture thématique très grande. Hein. C'est l'histoire des femmes et du genre de l'Antiquité à nos jours. Voilà, c'est bien, mais ça n'est qu'un musée virtuel. Et dans la logique de l'association Archives du féminisme, du Centre des archives du féminisme, c'est plutôt un projet de musée des féminismes qui est né il y a 3 ans. Et assez vite, en fait, soutenu, comme si c'était devenu à ce moment-là une évidence, quelque chose de tout naturel, de même pas polémique, de créer un musée des féminismes parce que ça n'existe pas en France. Ça, c'est un des gros arguments. Et le projet a été inscrit dans le plan interministériel d'égalité entre les femmes et les hommes. Une association a été créée, l'association de préfiguration du musée des féminismes. Et le projet s'est adossé à l'université d'Angers. Donc c'est une des particularités du projet, c'est sa dimension quand même très universitaire. Hein. Voilà le site. Alors je vous invite à aller le consulter, à vous abonner à la newsletter, à suivre toutes les activités qui ont commencé. Alors la plus importante, c'est la première expo. Les femmes sont dans la rue, sous le commissariat scientifique de Ludivine Bantini. Donc, des centaines d'objets ont été présentés dans cette expo. Ça nous invite à mieux réfléchir à l'histoire visuelle des féminismes, ce qui n'était pas l'approche la plus classique quand même hein, de l'histoire des féminismes. C'est souvent une histoire des discours ou une histoire par les biographies. Là, on se demande quelles sont les traces matérielles, les affiches bien sûr, mais beaucoup de photographies, mais aussi des objets, des banderoles qui ont été montrés et qui ont été collectés. Oula. Je vais en parler tout de suite de cette collecte. Pendant 1 an et demi, on a lancé la première collecte en fait, d'objets utilisés dans les manifestations, puisque c'était le thème de la première expo. Et on a collecté 300 objets, beaucoup plus variés que ce qu'on imaginait. Il y avait notamment un très grand nombre de t-shirts. Des banderoles de toute taille, des badges, des objets assez variés. On a quitté aussi Paris comme centre de la scène féministe. On a eu beaucoup de choses de Lille, de Rennes, de Nantes. Et
Ça, c'est aussi une préoccupation, de ne pas reproduire dans un musée une histoire parisiano-centrée des féminismes. Et dans ce genre d'exposition, évidemment, il y a toute une interrogation sur la valeur des œuvres, la valeur historique est tout à fait interrogée. Des pancartes d'une manifestation du 8 mars de l'an dernier ont une valeur historique pour nous, même si elles ne sont pas très belles, qu'elles sont sur un petit bout de carton, que c'est du fragile. Je pense que là, il y a un équilibre à trouver entre les œuvres plus anciennes, plus reconnues, et des choses qui sont produites dans un cadre militant ordinaire. Alors, ce n'est pas parce que c'est produit dans un cadre militant que ça n'a pas de valeur esthétique. On voit au milieu là, une des banderoles du planning familial du Nord. Sont des banderoles brodées magnifiques et très drôles. Bon, ça, c'est l'humour féministe. C'était une de nos idées aussi, de faire une expo sur l'humour féministe. Donc, on a commencé avec une expo sur un thème assez large. Les femmes sont dans la rue de 1789 à nos jours. Et la deuxième exposition portera sur objet de choix, une histoire matérielle du planning familial, un peu à l'occasion des 70 ans du planning familial. Donc l'expo aura lieu à Angers de septembre à décembre 2026. On compte à peu près 2 ans pour la préparation d'une expo. Et la troisième expo portera sur les couleurs du féminisme, avec une dimension plus transnationale et artistique, montrer que les œuvres d'art participent pleinement à l'histoire du féminisme. Alors, il y a toute une réflexion qui accompagne notre entreprise. Ça passe par un séminaire, donc la 3e année. Ça va reprendre là en novembre. Donc, le programme, on le trouve sur le site de la FEMUSE. C'est en ligne le vendredi midi. Et on ne peut que vous inviter à suivre ce séminaire. Alors, dans le travail de préfiguration, il y a évidemment la recherche de financement, de mécénat, ce qui n'est pas une mince affaire dans le contexte actuel. Alors, la Fondation de France nous aide, la Fondation des femmes nous aide également. Ça, c'est la collecte. Et puis, qui dit musée dit généralement collection. Donc, cette collecte d'objets produits dans le cadre de manifestations fait partie de la collection. Mais on a aussi envie d'acheter des œuvres. Donc, la première œuvre a été achetée avec un financement participatif. Et c'est pour rappeler quand même que sur ce sujet, tout n'a pas été conservé, bien évidemment. Il y a eu des pertes et parfois il y a une belle surprise. Et ça, c'était une belle surprise de découvrir ce tableau qui représente un meeting suffragiste à Paris en 1910. Une représentation bienveillante, ce qui est très rare parce que l'immense majorité des représentations historiques du féminisme est antiféministe. Donc là, il y a un point de vue assez neutre. On voit une salle bondée, enfin, ça montre la vitalité du féminisme en 1910. On a acheté très facilement, grâce au financement participatif, ce tableau, 20 000 €, et ça nous a donné beaucoup d'espoir de construire un musée participatif aussi grâce à des dons, petits, moyens et grands. Et en 15 jours, on a pu acheter ce tableau. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire du tableau, c'est que son existence n'était pas connue. C'est en 2007 qu'un acheteur l'a repéré à Drouot parce qu'il connaissait une carte postale qui reproduisait cette scène. Mais si on se fie au titre
de la vente à Drouot, hein, c'était scène d'intérieur dans un café parisien. C'est quand même intéressant de voir comment l'histoire des femmes a pu être effacée, y compris à travers des erreurs très fréquentes hein, dans l'iconographie féministe, des erreurs de titre. Donc on a redonné au tableau son véritable nom, Madame Maria Véronne à la tribune. Maria Véronne, la 7e avocate en France, qui a présidé longtemps la Ligue française pour le droit des femmes. Et sans l'exposition à Carnavalet, dont Noémie Girard va vous parler tout à l'heure, on n'aurait pas non plus repéré ce tableau qui a été en partie restauré par le musée Carnavalet et présenté pour la première fois au public lors de l'exposition parisienne citoyenne. Ça montre aussi, je trouve que c'est un exemple qui me tient à cœur parce que il n'y a pas de rivalité entre initiatives sur le féminisme et au contraire, ça communique bien. Et là, ça en est un bon exemple. Donc voilà, constituer une collection, créer une culture commune et diffuser cette culture autour de musées et féminisme, réaliser des expositions et des expositions qui circulent. Donc l'idée, c'est de montrer à Angers l'exposition physique et ensuite de la faire circuler. Donc là, on a transformé la première expo, Les femmes sont dans la rue, en expo sur panneau. Et elle est à louer. Donc elle va partir à Lille. Donc je lance aussi un appel dans la salle. Si vous êtes intéressé par cette très belle expo, voilà, c'est possible de la faire venir avec les jeux qui ont été créés et avec des idées de programmation culturelle parce que pendant l'expo, on a organisé pas mal de choses et par exemple, les conférences de Ludivine Bantini ont eu beaucoup de succès. J'espère que je n'oublie rien. Vous allez peut-être avoir des questions, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Barre, pour cette présentation où on a pu à la fois découvrir l'ensemble de la collecte et puis très variée hein, sur les archives du féminisme. À la fois l'exposition que vraiment je recommande très très chaudement et je suis d'accord, il y avait vraiment un point sur l'humour féministe qui était particulièrement intéressant et en particulier avec aussi des graphes qui étaient vraiment très intéressants et très percutants, on va dire. Et puis on va souhaiter très longue vie, bien sûr, au musée Afemuse qu'on espère voir ouvrir très prochainement. Et donc, on va pouvoir poursuivre avec le rôle des archives municipales dans l'émergence d'un patrimoine local. Donc, on voit tout à fait le lien entre les deux et l'intérêt du travail qui peut être fait. Donc, ici, au service des archives de Saumur. Donc, nous accueillons Constance et Alexis. Et puis, nous aurons également une vidéo en ligne puisque Marie Guédon ne peut pas être avec nous et qu'elle va nous présenter le détail donc, de l'exposition Belle et Rebelle, exposition qui en plus avait la particularité d'être en ligne, ce qui la rend accessible à un grand nombre. Mais d'abord, nous aurons des éléments de contextualisation par Constance et Alexis. Bien, merci beaucoup de nous laisser cette petite vitrine pour présenter le service archive et aussi les actions qui ont été menées. Oui, juste un petit mot. Donc nous sommes tous les deux archivistes. Normalement, la présentation devait être assurée par Marie Guédon, que vous allez quand même pouvoir, grâce au super dispositif d'Internet, voir une vidéo. Nous, on va s'attacher plus à une contextualisation générale et vraiment, oui, vous m'entendez toujours, s'attacher aux pratiques archivistiques, en fait. Et Marie, elle, ce sera vraiment plus sur l'exposition qui a été menée. Voilà. Moi, je vais commencer du coup en m'attardant sur le contexte général et professionnel. Et puis après, je vais vous donner quelques informations, les ressources et les actions que le service a pu mener jusqu'en 2023. Et puis après, Alexis prendra la suite. Donc en fait, on va dire que depuis environ 20 ans, on note, tout le monde le dira de toute façon ici, l'émergence du matrimoine et que au niveau des services d'archives, eh bien, on s'est rendu compte que si on ne nous compte pas nous, il n'y a vraiment que 2 services qui se sont emparés du sujet avec un angle assez précis.
et qu'à part ça, il y a juste eu en 2018 le service interministériel des archives de France, donc nous c'est notre grand chef, qui a lancé une grande campagne qui s'appelle une campagne sur l'histoire avec un grand H des femmes, là aussi avec un grand F. Mais que les résultats ont été très limités. Il y a eu peu de retours et la principale critique, en fait, ça a été que le sujet a été considéré, je vais mettre des guillemets, mais comme vague, en fait. Peu compris, trop large, et donc il n'y a pas eu les retentissements qu'on attendait. Nous, depuis 2018, au service des archives, la campagne a été lancée, mais elle ne s'est pas arrêtée. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau de la sphère professionnelle, les avis sur cette fameuse campagne ont divergé, dans le sens où on assiste en fait à une remise en question de la pratique de la collecte, parce que là, on vise en fait des pièces isolées et non des fonds, pas des ensembles de documents. Donc, on est plus dans un processus documentaire plutôt qu'archivistique. Si on se place du point de vue de la société occidentale et de l'administration, on va dire que là aussi, depuis environ 20 ans, les postes à responsabilité sont de plus en plus dévolus aux femmes, mais progressivement, on entend. Et ici, je passe sous silence la question de l'égalité des droits, mais on déconstruit progressivement en fait, l'image du chef en tant que mâle et de l'assistante, la secrétaire ou de l'élu en tant qu'homme. C'est vraiment un constat qu'on fait, nous, au quotidien, dans les services. Cependant, l'administration, elle est visible aussi au travers des documents, des archives du coup, et ce n'est pas encore le cas en fait, dans les fonds qu'on collecte encore aujourd'hui. Le matrimoine, lui, nous renforce dans l'administration. On développe une solidarité, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment une synergie qui apparaît, et là je vais prendre vraiment notre exemple, et on n'entend plus. Si, ça va. Ville d'arrêt d'histoire, parce que en fait, le matrimoine mobilise et pousse les chercheurs à nous contacter. Nous sommes deux services très proches, mais très différents aussi, et on est deux portes d'entrée en fait dans la recherche. Donc, nous sommes contactés, et notamment par des chercheurs locaux et historiens locaux, sur ce sujet, et ça permet aussi de faire émerger des figures féminines du passé et du territoire saumurois qui étaient encore méconnues jusqu'alors. Et là, je vais vous citer quelques exemples. Lise Coquillon, je ne sais pas si tout le monde a regardé dans les petites pochettes qui vous ont été distribuées, mais vous avez un focus qui a été réalisé par Ville d'arrêt d'histoire. Bon, nous, on a un petit peu aidé. Je peux aussi citer les promenades fantômes. Alors, si vous êtes saumurois, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un spectacle qui se base en fait sur des histoires. Des histoires issues des fonds d'archives de la ville de Saumur. Et là, on découvre des figures. Donc, par exemple, la figure de Marie Maugin, ou encore des expositions. Donc, l'exposition Belle et Rebelle, où là, on découvre des femmes politiques. Oui, là, comme ça, c'est bon. Donc, oui, je disais donc des femmes politiques qui peuvent être découvertes dans des expositions que l'on a faites. Et là, on peut citer Alice Coste, figure politique engagée saumuroise. Aujourd'hui, si on cherche les femmes dans les fonds d'archives, on se confronte à une difficulté qui est en fait la notion même de service public et donc de neutralité. L'initiative individuelle et par conséquent l'action féminine en fait est forcément effacée derrière l'image de l'institution. Les femmes donc apparaissent très rarement et on les retrouve en fait dans l'état civil, dans les recensements de population ou dans des fonds d'élus. Nous, en tant qu'archivistes, on se rend compte aussi que les fonds conservés ne concernent pas les femmes, ou en tout cas pas les femmes en tant que telles.
elles apparaissent en fait dans les fonds privés, qui sont en fait un complément des fonds publics de l'administration. Et c'est principalement en fait dans les fonds de famille qu'elles vont apparaître. Et là, je peux citer Jacqueline Grunt, qui est une grande figure de saumuroise, Marguerite Boivin ou encore la famille Sibilo-Thivot. Dans le cas contraire, si on s'intéresse à des sujets divers, c'est aussi l'occasion de découvrir des figures féminines qui peuvent être encore inconnues. Et là, je vais insister sur un point, c'est que d'un point de vue professionnel, on distingue vraiment un fonds d'archives public, donc créé par un agent et une agente, d'un fonds qui est relatif à une femme. C'est vraiment deux notions complètement différentes. Donc en fait, face à ces constats, le service des archives a décidé de s'engager pour le sujet du matrimoine et ça s'est concrétisé par l'adhésion au collectif Matrimoine en Saumurois et la création de différents projets. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu la grande collecte de 2018 lancée à l'échelle nationale. Nous, elle est toujours active donc, depuis 2018, mais force est de constater que le résultat est en fait le même qu'à l'échelle nationale. Donc très très peu de résultats. Par contre, ce n'est pas une fin en soi, c'est une réalité. Voilà, faut s'adapter. De toute façon, les archives, on s'adapte toujours. Et voilà, ça a été juste les prémices d'un projet et d'une suite de projets qui continuent encore aujourd'hui et qui ont montré en fait que tout de même, dans les archives, nous avions un véritable vivier sur le sujet du matrimoine. C'est juste que nous n'en avions pas forcément conscience. Et face à cette information, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on garde sous silence, soit on s'active et on montre l'information, et c'est tout le but. Et en fait, le projet qui a été réalisé à la suite de ça, c'est que Marie Guédon a réalisé un guide des sources sur l'ensemble des fonds de la ville de Saumur et qui se rapporte au matrimoine. Donc ce guide des sources est disponible en salle de lecture pour tout le monde. Vous avez juste à prendre rendez-vous. À la suite de ce guide, il a été décidé en fait de concrétiser tout cet ensemble d'informations par une exposition. Donc une exposition virtuelle nommée Belle et rebelle, être une femme en Saumurois, une femme à Saumur, 19e, 20e siècle. C'est une exposition virtuelle, donc c'est un parti pris, mais ça se veut en fait accessible à tout le monde, à toute heure du jour et de la nuit. Et c'est sur le site des archives municipales de Saumur que vous le retrouvez. Dans cette exposition, on a voulu vraiment mettre en avant et identifier des figures qui, pour le moment, étaient encore peu connues aussi ou méconnues. Il y a eu vraiment beaucoup de ressources qui ont été exploitées, mais en fait, quotidiennement, on se rend compte qu'il y a d'autres axes qu'il faut continuer d'exploiter. Et donc, ça ne vise qu'à être enrichi, ce document et cette exposition. À la suite de ça, on a aussi cherché à retrouver notre public. Et donc, depuis plusieurs années, on organise une opération qui s'appelle Bref d'archives. Donc, on a un spectacle 2 fois par an qui est en fait de la lecture de documents d'archives et c'est aussi du théâtre d'improvisation. Et donc, en 2023, le spectacle a porté sur les femmes saumuroises. Donc, ça a été là aussi l'occasion de réutiliser le guide des sources, de se réappuyer sur l'exposition qui avait été faite juste avant et de la compléter. Et en fait, là aussi, on a redécouvert des nouvelles femmes et des morceaux de vie qui étaient pour le moins méconnus, que ce soit dans la ville ou bien dans les familles. Eh bien voilà, c'est tout pour moi. Je passe le micro. Oui, donc c'est à moi maintenant. Donc bonjour à toutes et tous. Toutes ces opérations de valorisation qu'on mène ces dernières années, on souhaite les poursuivre. Et l'avantage, c'est qu'on a été un service qui était mutualisé entre la ville et l'agglomération de Saumur depuis décembre 2023. Donc, qui dit mutualisation, dit aussi renforcement des effectifs. Et donc, maintenant que l'on est 6 personnes dans le service,
on peut être amené à développer encore plus ces actions. En tout cas, on espère le faire les prochaines années. Donc en plus des brèves d'archives qu'on réitère chaque année, de l'exposition qui est en ligne, on a 2 projets qu'on souhaite mettre en place prochainement. C'est déjà de retrouver aussi le public scolaire, notamment en proposant un atelier pédagogique sur les femmes saumuroises, que là ça c'est un autre projet qui est en cours de création. Et l'autre, ce serait de ici faire appel à l'art en proposant une exposition qui mêlerait à la fois le recueil de témoignages de femmes sur des visuels anciens qu'on publie donc sur les réseaux sociaux notamment et dans la presse. À partir de ces commentaires-là, de réutiliser ces visuels dans l'art, peut-être sous la forme de street art. Et donc on souhaite, via d'autres formes de valorisation, atteindre d'autres publics et valoriser cette place des femmes saumuroises à une échelle un peu plus, en tout cas diverse, et pas seulement faire que des expositions ou que des formes de valorisation assez classiques. Et donc on va vous présenter cette vidéo justement dans laquelle notre responsable, Marie Guédon, vous présente plus en détail la démarche qu'on a engagée. Et cette vidéo a été aussi réalisée dans nos locaux. Vous verrez quelques-uns de nos magasins d'archives à l'occasion. Donc je vous souhaite un bon visionnage et ça va arriver. Je m'appelle Marie Guédon et je suis responsable du service des archives pour la ville de Saumur et la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire. Je vais revenir sur un projet qui a marqué le service archives, qui est le projet d'exposition virtuelle Belle et Rebelle, être une femme à Saumur entre le 19e et le 21e siècle, qu'on a mené en 2022. Et ce projet, parmi d'autres, il a contribué à l'émergence du matrimoine et à la mise en valeur de la place de la femme dans l'histoire saumuroise. En début d'année 2022, je suis contactée par ma collègue Catherine Russac, qui est responsable du service Ville d'Art et d'Histoire à la ville de Saumur, qui me propose de participer à une réunion sur la notion de matrimoine. Autour de la table, on est principalement des femmes et on est un mélange de partenaires privés et de services publics. Donc il y a entre autres Catherine Russac de Ville d'Art et d'Histoire, Estelle Géraud du château de Saumur, Élise Brossard qui elle vient de la maison Veuve Amiot, Anne-Sophie Bastien de la MJC et Anne Faucou qui est une historienne locale. Et donc on échange toutes sur cette notion de matrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'héritage des femmes, l'héritage des mères, et puis la place des femmes dans l'histoire. Ce problème de l'invisibilisation en fait qui a lieu depuis le 19e siècle. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place nous au niveau de Saumur pour remettre un peu de lumière autour de ces femmes qui ont marqué l'histoire saumuroise. On repart toutes avec des idées, des choses qu'on pourrait mettre en œuvre pour qu'en fait sur l'année 2022, il y ait une espèce de programmation un peu culturelle et matrimoniale. Nous, au service des archives, avant même de réfléchir à un projet de valorisation, je me dis qu'il faut déjà savoir de quoi on parle. Il faut s'appuyer sur des sources pour pouvoir mener un projet de valorisation. Le premier travail que je vais faire, en fait, ça va être de me plonger dans les fonds. Donc c'est le début d'un vrai travail d'enquête. Reprendre tous les inventaires, ouvrir les boîtes, lire les documents et essayer comme ça de partir à la recherche de toutes ces sources, de tous ces documents qui sont bien cachés dans le service des archives, dans nos fonds.
On se rend compte que ces femmes, elles ont subi la guerre au même titre que les hommes, qu'elles sont devenues des artistes ou des sportives de haut niveau au même titre que les hommes. Enfin, voilà, tout ça montre qu'en fait, finalement, les femmes, même si on a moins de sources, moins d'éléments, bah en fait, elles n'ont pas à rougir de leur place dans l'histoire, quoi. On se plonge à la fois dans l'intimité de ces femmes, dans leurs combats, je pense aux luttes politiques, voilà, et dans leur vie quotidienne aussi. Et donc tout ça, bah maintenant il faut en faire quelque chose. L'idée c'est de proposer pour la première fois à Saumur des journées du patrimoine et du matrimoine. Et donc, au niveau du service archives, je décide de mettre en place une exposition virtuelle et qui serait justement lancée lors du week-end des Journées du patrimoine et du matrimoine 2022. Cette exposition numérique, elle s'intitulera Belle et rebelle, être une femme à Saumur entre le 19e et le 21e siècle. Donc au final, qu'est-ce qu'elle démontre, cette exposition virtuelle ? Eh bien, c'est que la femme a marqué aussi bien l'histoire que l'art, que la discipline sportive, que l'éducation au cours des siècles derniers, quoi. Donc si je repars un peu en arrière, début 2022, première réunion de ce qui va s'appeler par la suite le collectif matrimoine. Ensuite, nous, au niveau du service archives, travail dans les fonds, recherche de sources, etc. Création de l'exposition virtuelle. Et après, qu'est-ce qu'on fait après ? Donc je décide de faire ce qu'on appelle un guide des sources, c'est-à-dire un inventaire de toutes les sources qui mettent en valeur en fait justement la place des femmes dans toute l'histoire saumuroise. Et ce guide des sources, il va être évidemment mis à disposition du public en salle de lecture chez nous pour qu'en fait des chercheurs, des curieux viennent s'emparer de ce document et viennent eux aussi creuser la question de cette place des femmes dans l'histoire saumuroise. Et puis ce guide des sources, il va être aussi le point de départ d'un nouveau projet pour 2023. Je souhaite renouveler une animation qu'on avait créée en 2020 qui s'appelle les Brèves d'archives, qui sont en fait des soirées théâtralisées de lecture de documents d'archives. Et je souhaite renouveler ce projet en 2023, mais en étant accompagnée par des vrais professionnels du milieu du théâtre. Et donc, je m'entoure de la compagnie saumuroise L'Oiseau Moqueur. Avec Fabien Castel de la compagnie, on utilise cet inventaire, ce guide des sources, et on réouvre des boîtes, on ressort des documents, on lit de nouveau ces sources et on commence à sélectionner voilà, des sources qui pourraient être intéressantes pour un spectacle théâtral. Et on va sélectionner aussi bien des documents écrits que des documents iconographiques. Parce que l'idée c'est de proposer une vraie prestation artistique au cours de cette soirée Brève d'archives. Et ce spectacle, on va l'organiser à la guinguette du Cadre Loire qui se tient sur l'île aux Phares
à l'été 2023. Et donc sur scène, il y a 3 comédiennes, un comédien et un musicien qui remettent en voix des documents d'archives. Et le fait de passer par le spectacle vivant, ça va décupler l'émotion du spectateur qui va en fait être un peu sur un fil en équilibre instable entre histoire et improvisation et entre comédie et drame. Ce qui va rendre un spectacle et une soirée exceptionnels. Aussi en fait de passer par cette soirée théâtrale, c'était de proposer au public une animation hors les murs, quoi, pour que le public ait accès peut-être plus facilement aux archives et pour un peu casser cette barrière psychologique qu'on peut avoir quand on parle d'un service d'archives. Donc là, c'était vraiment l'occasion de leur proposer autre chose. On se rend compte en fait que le travail sur cette question du matrimoine, il n'a pas de fin et que on peut encore imaginer d'autres projets, d'autres manières de valoriser les sources archives et du coup de valoriser la place des femmes dans toute l'histoire saumuroise. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles, les choses. Oui, alors je vais conclure très rapidement. Nous, ce qu'on voudrait vous préciser, en fait, c'est que les archives reflètent une société des informations, en fait, à une époque donnée, à leur époque de production. Les archives ont leur biais et les archivistes essaient au maximum de les identifier. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les archives de l'administration publique, donc là je parle uniquement des fonds publics, ce ne sont pas des archives genrées. C'est vraiment un reflet d'une information administrative. Par contre, on a bien conscience que nous sommes aux prémices de la réintroduction et de la conscientisation du matrimoine et que les sources archivistiques sont multiples, et que les services d'archives en fait, sont un véritable réceptacle de ces informations et qu'il faut continuer d'encourager au niveau national comme au niveau local les dons de fonds de femmes ainsi que tous les projets qui peuvent découler de cette dynamique. Voilà, donc je termine mon propos comme ça et je vous remercie pour le temps de parole et puis on vous attend en salle de lecture. Voilà. Merci Constance, merci à Alexis. Voilà, donc on voit l'importance de la collecte des fonds pour pouvoir proposer justement toutes ces informations au grand public et puis corriger un petit peu les biais qu'il y a pu avoir dans le temps. On voit aussi que c'est pas facile de collecter ces fonds. Et puis je vais reprendre finalement la conclusion de Marie Guédon qui dit « Le travail sur le matrimoine n'a pas de fin et on peut continuer de proposer des événements pour pouvoir justement faire le lien avec notre dernière intervention sur cette première table ronde. » Donc on a le plaisir de recevoir des intervenantes qui viennent de Rouen. Émilie Lost est responsable du service patrimoine à la métropole d'art et d'histoire de Rouen-Normandie. Cécile Bellehache est chargée de valorisation du patrimoine à la métropole d'art et d'histoire et gère également coordonne les journées du patrimoine et du matrimoine pour la métropole. Et enfin, Faustine Lebras est coordinatrice générale de l'association HF+ Normandie.
Et donc, on va pouvoir découvrir avec vous trois la chance que les Rouennais ont de se voir proposer des journées du matrimoine sur le territoire normand, et ce depuis 2016. Donc, vous faites vraiment figure de précurseur en la matière. Et donc, on va découvrir avec vous la genèse de ce projet, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est organisé, et puisque finalement, cette initiative, elle vient faire émerger à Rouen. Donc, merci d'être là, merci de venir de si loin, et à vous la parole. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Faustine Lebras, je suis la coordinatrice de l'association HF+ Normandie qui coordonne notamment les journées du matrimoine sur le territoire normand. Je vais essayer de parler bien près. Je n'ai pas l'habitude de mettre le micro si près. Je vais parler plus fort. C'est mieux ? Bon. Alors, l'association HF+ Normandie, elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement HF+. Je vous le présente rapidement. C'est un mouvement qui a été créé en 2008 suite aux lectures des rapports Rennes-Prat. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, les rapports Rennes-Prat, c'est des rapports qui avaient été commandés à une femme, Rennes-Prat, qui avait mis en exergue, par le ministère de la Culture, pardon, qui avait mis en exergue à l'époque la grande inégalité subie par les femmes dans notre secteur culturel, notamment dans le spectacle vivant. Alors, pour être tout à fait sincère avec vous, en 2006-2008, quand ces deux rapports sortent, ça fait l'effet d'une vraie déflagration dans le secteur culturel. Moi, je suis une professionnelle de la culture. Et en réaction à cela, parce que évidemment, on avait l'impression que tout allait bien dans notre secteur par rapport aux autres, c'était évidemment absolument faux. Et en réaction à ça, un peu partout en France, se sont mis ensemble, ont été fondés des collectifs pour essayer de se mettre au travail sur ces questions et faire évoluer les choses. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement HF+. On a une dizaine de collectifs qui existent partout en France. On n'en a malheureusement pas en Pays de la Loire. Mais si vous avez envie d'en constituer un, on est à votre service. Un des gros événements qu'on porte depuis 10 ans maintenant, c'est les Journées du matrimoine. La première édition, elle a été réalisée en Île-de-France. Elle a été portée par le collectif HF Île-de-France. Et dès 2016, nous, en Normandie, on a commencé, on a voulu aussi avoir cet événement qui s'est créé. Alors au début, assez modestement, tu peux peut-être mettre... Et puis très vite, en fait, dès 2018, l'événement il s'est développé à l'échelle régionale et notamment aussi particulièrement à l'échelle de la métropole de Rouen, qui dès le départ s'est inscrit dans un soutien assez massif au projet. Voilà pour la présentation des Journées du matrimoine assez rapidement. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Émilie avant de vous en parler plus, c'est comment est-ce qu'un projet porté par des militantes, finalement, parce que nous, on est clairement une association féministe de militantes qui souhaitent agir pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans le secteur culturel. Donc comment à un moment, cette militance, elle résonne avec un souhait et elle rentre en synergie avec des politiques d'égalité développées par une ville et par une métropole en l'occurrence. J'enchaîne, soit dit que c'est bon. Donc voilà, effectivement, donc moi je suis Émilie Lost, donc je suis responsable du service patrimoine à la métropole de Rouen. On est porteur dans ce cadre-là du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Voilà, on le dit de temps en temps, on aime bien. Et donc du coup, effectivement, en 2016, on a l'association HF qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, nous on veut faire des journées du matrimoine sur notre territoire. Évidemment, c'est des questions qui nous avaient traversées. On est sur un territoire avec une politique assez ambitieuse sur la question de l'égalité femmes-hommes, notamment portée par la ville de Rouen d'une part et aussi par la métropole de Rouen. Donc à la ville de Rouen avec une élue assez dynamique qui s'appelle Laura Slimani et à la métropole de Rouen une autre élue qui s'appelle Myriam Mulot. Et donc on savait que sur nos territoires, effectivement, toutes ces questions d'égalité femmes-hommes étaient excessivement portées. Mais on n'avait pas eu encore cette question du matrimoine à se poser. Et donc, du coup, on va demander à nos politiques comment on y va, est-ce qu'on y va, et un grand oui franc et massif. Et donc, c'est nous, effectivement, les techniciens, à la fois dans les archives, dans les musées, nous, au patrimoine, qui nous
retrouvons les premiers interlocuteurs de l'association HF avec qui on commence à réfléchir, à inventer comment on peut monter cet événement. Donc on rentrera ensuite sur comment ça marche. Moi, ce que je voudrais vous dire juste sur cet endroit un peu de la synergie là qui se crée, qui est une synergie temporelle hein, quelque part. Il y a quelque chose qui vient vibrer d'un côté et de l'autre et qui fait que du coup on va développer quelque chose qui va prendre une place vraiment importante sur notre territoire. Et je voudrais juste, parce qu'on n'en a pas encore parlé de cette dimension-là, mais contextuellement, ce qui se passe en termes politiques, c'est aussi la question de la transition sociale et écologique, qui est très forte portée sur notre territoire. Je vous passe le fait que nous, on a eu Lubrizol sur notre territoire, un grand nuage de fumée, etc., qui nous a poussé à une espèce de conscience politique sur qu'est-ce qu'on fait sur la dimension de la transition sociale et écologique, et que du coup, toutes nos politiques vont être imprégnées par ça. Et qu'on sait très très bien que sur la question écologique, ça, tout le monde sait à peu près de quoi on parle. Hein. On va mettre des LED, on va vous faire des choses sur nos déchets. Sur la dimension écologique, on sait à peu près définir de quoi on parle. Par contre, sur la question de la transition sociale, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de le définir et de savoir de quoi on parle. Or, on sait très bien qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas une modification intégrale de nos manières de vivre ensemble. Et quand on parle de nos manières de vivre ensemble, on parle bien des relations que l'on a les uns avec les autres. Et donc, du coup, on parle bien de cette question de la relation qu'il peut y avoir, notamment entre les hommes et les femmes. Et donc là, c'est là où c'est important pour nous de refaire le lien avec ce contexte général de la transition sociale et écologique et ces politiques d'égalité femmes-hommes. Pour illustrer ça, juste un petit schéma, parce que moi je le trouve en tout cas éclairant, j'espère qu'il vous éclairera aussi, c'est celui du donut de Kate Raworth. Là, on est sur un schéma très classique que vous retrouvez très souvent dans les politiques de transition sociale et écologique, qui identifie que la transition sociale et écologique, elle ne pourra pas avoir lieu sans un espace de sûreté, de sécurité qui permettra que l'on puisse avancer dans cette transition qui d'ailleurs est une transformation sociétale, hein. C'est bien de ça dont on parle. Et donc cet espace de sécurité, il est positionné entre un plafond environnemental lié à nos limites planétaires et un plancher social. Et Kate Raworth, elle identifie ce plancher social à travers plusieurs thématiques, l'eau, la nourriture, la santé et l'égalité des sexes. C'est-à-dire qu'elle pose cette dimension de l'égalité femmes-hommes, de la relation entre les êtres humains entre eux, à cet endroit de plancher social. Donc voilà, c'est très rapide, mais c'était juste pour redonner ce contexte de transition sociale et écologique dans lequel, pour nous, vient s'insérer cette question de l'égalité femmes-hommes de manière générale, mais aussi de la manière dont on va porter notre héritage. Question suivante, donc comment ça marche cet événement ? Merci beaucoup. Les journées du matrimoine. Déjà, pourquoi des journées du matrimoine ? Bon, évidemment, on en parle depuis ce matin, alors ça vous paraît un peu évident. C'est pour évidemment valoriser la place des femmes dans notre héritage culturel, avec un enjeu, les organiser en même temps que les journées du patrimoine, pour bien faire exister cette histoire et cette mémoire, que ces deux mémoires coexistent sur un même pied d'égalité. Ça paraît très évident aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins il y a 10 ans, je peux vous le dire. Donc, tout de suite, dès le départ, on a choisi de faire un projet dans une démarche de co-construction, une démarche collective, une démarche participative qui résonne avec le concept de droit culturel, c'est-à-dire qu'on a souhaité, plutôt que de faire une programmation, de ne surtout pas faire une programmation, mais au contraire lancer un appel à projet qui permettrait à toute personne, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit simple citoyen ou citoyenne, qu'elle soit une structure culturelle ou pas, voilà, n'importe quelle personne qui a envie de porter un projet qui parlerait du matrimoine, de candidater de manière très libre. Et puis, donc c'est un appel à projet. Donc maintenant, on a une habitude, il est lancé chaque année en janvier. Qui permet de recevoir une pluralité de projets. Ça peut aller de la conférence sur une personne. Je rebondis sur les archives parce qu'on travaille beaucoup avec les archives départementales du Calvados qui nous permettent de découvrir chaque année des nouvelles personnes et d'en identifier. Et ce qui est formidable, c'est que votre travail sert vraiment, puisque cette année, c'est une simple citoyenne qui a découvert aux archives une femme qui s'appelle Satinette, je la nomme, qui est une journaliste caennaise. Et
du début du XXe. Et grâce à cela, il y a un projet qui a été présenté dans le cadre des Journées du matrimoine. Pour moi, c'est vraiment la quintessence de la réussite de ces journées, c'est de permettre des choses comme ça. Et puis, une fois que cet appel à projet est lancé, on reçoit toutes ces candidatures. Il y a aussi des candidatures portées par des théâtres, des musées, enfin voilà, toute structure culturelle de la région, avec une très grande importance de propositions qui sont portées sur le territoire de la métropole de Rouen-Normandie. Pourquoi ? Parce qu'on a un vrai travail de fond avec les services de la métropole dont on va parler, qui nous permet de créer encore plus de dynamique et de vitalité autour de ce projet et de recevoir un nombre beaucoup plus important de projets. Les projets, et c'est important pour la suite, ils peuvent être présentés sans lieu pour les accueillir. C'est-à-dire que vous pouvez simplement avoir l'idée d'un projet, nous envoyer sa présentation, son idée, la développer et ensuite charge à nous, HF Plus Normandie, avec l'aide de ses partenaires dont la métropole de Rouen-Normandie, de vous mettre en lien, les porteuses et porteurs de projets avec un lieu qui serait ouvert, par exemple, et c'est tout le but de l'opération, pour les journées du patrimoine. Et ça permet de créer de la synergie de l'événement autour de ces questions. Pour vous expliquer comment ça marche, une fois qu'on a sélectionné les projets, on organise un comité de sélection parce qu'on reçoit évidemment beaucoup de projets. Et il faut être honnête, il y a aussi des projets qui sont parfois complètement à côté de la notion de matrimoine. Il y a des projets qui sont hors sujet, bien évidemment. Et puis, on n'a pas non plus des moyens extensibles à l'infini parce qu'il y a la possibilité d'aider financièrement les projets. Je l'expliquerai un peu après. Et donc, on a un comité de sélection dont Cécile va vous expliquer le fonctionnement. Ouais, je vais vous présenter les membres. Donc, ce comité de sélection, il est composé de tous nos partenaires financiers, donc, qui sont la région Normandie, la métropole de Rouen-Normandie, la direction à l'égalité entre les femmes et les hommes, la DRAC Normandie, et aussi on a constitué un réseau de professionnels qui nous aident dans la sélection des projets. C'est un comité de sélection très sérieux avec des documents qui sont envoyés en amont et qui se réunit sur une demi-journée pour nous permettre à la fois de sélectionner définitivement les projets, mais également de décider les aides qu'on peut apporter parce que certains projets, pour se réaliser dans des bonnes conditions, ont absolument besoin d'une aide financière. Alors, je me présente, donc, moi je suis Cécile Bellevache, donc, du service patrimoine, donc, du label Métropole Art et d'Histoire. Donc, continuons sur cette histoire de comité de pilotage. Du coup, vous dire peut-être quand même qu'en 2025, ce sont 267 projets, 267 projets donc, qui ont été déposés auprès d'HF Plus Normandie, avec une sélection en fait, de 120 projets. Donc pour la métropole Rouen-Normandie, 60 à peu près, 60 projets retenus voilà, qui vont rayonner sur la métropole Rouen-Normandie. Quant aux critères de sélection, alors, les projets vont être évidemment sélectionnés autour de l'héritage culturel des femmes. Alors, au niveau local, donc sur la Normandie, ça peut être des figures locales, mais pas seulement. Ça peut être également des groupes représentatifs, tels que, dans notre région, les ouvrières, bien entendu. Mais nous avons aussi eu un projet très intéressant qui mettait en valeur les infirmières de la Première Guerre mondiale, donc infirmières de différents pays, puisque Rouen était une base arrière de la Première Guerre mondiale. Et puis, évidemment, c'est un moment fort, ces journées de matrimoine, pour également mettre à l'honneur des figures nationales, voire parfois internationales. Et puis, tous ces groupes représentatifs de femmes qui n'ont pas de nom, donc invisibles, mais qui, par leur action, en fait, ont marqué soit notre territoire, soit des territoires nationaux, voire internationaux. Ces journées du matrimoine, elles se préoccupent également du matrimoine en devenir. Ça veut dire que c'est un moment fort aussi pour mettre à l'honneur nos artistes contemporaines de tous les champs artistiques
possible. Et ces femmes, donc les projets qui vont être retenus donc, vont être des projets de femmes, mais également des projets qui vont mettre en valeur les femmes. Donc, sous forme, ça va parler d'héritage culturel des femmes, bien entendu, mais ça va également parler du combat des femmes, des droits des femmes, des histoires de femmes, voilà. Donc, aussi, et puis, pour terminer, la place des femmes dans la société. Alors, c'est toujours moi, donc je continue. Donc, depuis quand nous avons un programme en commun? Donc, le partenariat s'est fait depuis 2016, mais un véritable programme commun sur la métropole Rouen-Normandie a été réalisé en 2018. En 2018, naît dans notre programme traditionnel des Journées européennes du patrimoine une rubrique spéciale, donc les Journées du matrimoine, avec toute cette programmation, encore assez concentrée sur la ville de Rouen, voilà. Et petit à petit, on va vous en parler tout à l'heure, eh bien, ça diffuse. Voilà, donc symboliquement, ce matrimoine est mis à l'honneur à travers ce programme. En 2021, parce que justement, cette question du matrimoine, on l'a trouvée très intéressante. On l'a trouvée très intéressante aussi au niveau de cet héritage culturel. Et on a un petit peu sensibilisé nos élus sur cette question-là et sur, ce matrimoine devrait être bien plus associé à la manifestation des Journées européennes du patrimoine. Donc, comme vous en avez entendu parler tout à l'heure par le maire de Saumur, donc la métropole a envoyé donc un courrier au ministère de la Culture, donc pour l'interpeller sur cette question. Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas donner un nouveau nom à cette manifestation des Journées européennes du patrimoine? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer donc d'associer ce terme matrimoine à cette manifestation? D'autres courriers ont pu être envoyés. Cette année encore également, là pour le coup, un courrier co-signé, pas seulement de la métropole Rouen-Normandie, de différentes collectivités territoriales de la France, sur la France, pardon. Voilà. En tous les cas, nous, de notre côté, on a continué à cheminer. Et c'est en 2022 que nous décidons d'estampiller notre programme Journée du matrimoine et Journée européenne du patrimoine. Donc symboliquement, en un geste un peu fort, on a utilisé le visuel du programme des Journées du matrimoine en Normandie. Voilà. Donc nous continuons chaque année à associer donc ces deux programmes, matrimoine et patrimoine, donc de manière tout à fait égalitaire. Voilà. Pour pouvoir proposer l'étendue de notre héritage commun sur notre territoire. Ah oui, non, excusez-moi, comment on se donne la parole? C'est encore à moi, je crois. Donc, Faustine vous a parlé du comité de pilotage qui sélectionne donc ces différents projets artistiques. Alors, peut-être vous dire quand même, même si tu l'as un petit peu abordé, que durant cette sélection, même avant, en amont de cette sélection, Faustine et son équipe, quand tu as la chance d'avoir une équipe, en fait, elle va solliciter en fait des lieux culturels qui pourraient accueillir des projets artistiques. Tu ressollicites également les lieux d'accueil qui ont déjà participé donc à cette manifestation. Tu reçois aussi des souhaits, voilà, de lieux culturels qui aimeraient faire partie de l'aventure. Donc ça, c'est tout ce travail en amont, ce qui veut dire que durant la sélection, nous avons, alors soit, comme tu le disais, déjà un lieu d'accueil et un projet artistique, mais également toute une liste de lieux donc susceptibles de pouvoir accueillir des projets. Donc ça, c'est une première étape.
Lors de cette sélection, donc, on va déjà pouvoir flécher des projets. Pour autant, à la fin de cette sélection, comme Faustine le disait également, nous avons des projets sans lieu. Et donc là, c'est tout le travail de partenariat et de maillage que fait Faustine sur notre territoire, mais pas seulement, sur les autres départements de la région, avec l'aide des structures partenaires dont on parlait. On peut peut-être parler de la Fabrique de patrimoine de Normandie aussi, qui anime le réseau des musées normands. Voilà. Donc ça permet aussi d'avoir un peu des intermédiaires aussi sur des territoires peut-être qu'on connaît un peu moins. Et en tous les cas, c'est un travail vraiment de partenariat sur ces territoires avec différents lieux. Ça va être des lieux culturels, ça va être des musées, des lieux de patrimoine. Donc c'est là que moi, dans ce cadre-là, j'interviens. Voilà, s'il y a des projets qui sont en adéquation avec des lieux patrimoniaux, eh bien, j'interviens à ce moment-là. Voilà. Parler peut-être, dire un petit mot des musées aussi, des musées métropolitains. Nos musées métropolitains sont un petit peu des collaborateurs de choix parce qu'ils accueillent très facilement ces projets. Souvent aussi, donc, en plus de donner des moyens humains et des moyens techniques, ils vont également financer ces projets. Et on essaye, d'ailleurs, autant que faire se peut, d'amener les lieux d'accueil aussi à participer financièrement, parce que, comme tu vas en parler, voilà, tout de suite même, eh bien, nous avons un financement, mais il n'est pas très important. Oui, parce que justement, merci Cécile. Ce qui est vraiment intéressant dans le processus des Journées du patrimoine, c'est qu'on arrive avec du coup cette sélection de projets. Il y a à peu près 50% des projets qui ont déjà un lieu pour les accueillir et qui ont déjà bouclé leur financement. Mais pour le reste des projets, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'argent. Et donc, nous, on a une enveloppe pour aider les projets et pour les aider financièrement, bien sûr, mais pour que ça se réalise dans des conditions professionnelles et correctes, et ça, on y tient absolument parce qu'il y a de la militance derrière tout ça, eh bien, évidemment, on va solliciter des lieux d'accueil des partenaires en leur demandant de financer les projets qu'ils vont accueillir avec une aide, bien sûr, de notre part. Donc, c'est un vrai travail aussi d'aller convaincre et d'aller chercher ces partenaires pour les engager dans la démarche. Voilà. Parce qu'on va dire les chiffres, le budget des Journées du patrimoine, c'est important de le dire parce que c'est aussi une question très importante, l'argent, et notamment pour les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est 25 000 € pour l'entièreté du projet. Voilà, donc l'intégralité des sommes est distribuée aux artistes et le reliquat sert simplement à faire la communication du projet. C'est important de le dire aussi. Et puis, ce qui est très important aussi, parce que nous, on est un collectif qui lutte pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le secteur culturel, on veut absolument que cet événement... ils servent à cette cause et que ça soit un moment aussi de mise en visibilité, tu l'as dit tout à l'heure, des femmes créatrices et des artistes. Et on souhaite aussi qu'elles travaillent dans des conditions correctes, puisqu'on défend la notion d'égaconditionnalité au sein du mouvement HF, c'est-à-dire qu'on souhaite non seulement que les femmes soient programmées de manière égale sur les scènes de France, mais également qu'elles aient les mêmes moyens que les artistes hommes pour travailler. Et donc, il y a une vraie attention aussi à donner, à l'occasion des Journées du patrimoine, des espaces de visibilité pour les femmes créatrices. Alors là, ça va plutôt être les femmes créatrices locales, puisqu'on va travailler vraiment avec des artistes plutôt de notre territoire pour les valoriser. Et on a aussi une attention très particulière à faire aller les projets, pas seulement dans les grandes villes, parce qu'il y a un peu ce problème sur les Journées du patrimoine qui se développe, c'est la territorialité. Je vais te passer la parole là-dessus. Mais c'est important aussi de se dire qu'il ne faut pas simplement faire des choses dans les grandes villes. Le patrimoine, ça doit être partout, tout le temps et toute l'année, pas seulement au moment des Journées du patrimoine. Et c'est pour ça qu'on a une attention aussi, notamment dans le travail qu'on fait avec la métropole, parce que la métropole de Rouen-Normandie, c'est un territoire très large, c'est une métropole très importante et qui a aussi une grande partie de ruralité. Et donc, avec Cécile et les services de la métropole, on travaille aussi vraiment avec attention là-dessus.
Voilà, donc j'ai déjà commencé à en parler. Au-delà des journées du matrimoine, moi, ce que je voudrais dire et ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est intéressant dans le projet des journées du matrimoine, c'est bien sûr d'offrir cet espace de visibilité, c'est bien sûr de développer des projets et de travailler sur la place des femmes dans notre héritage culturel. Donc c'est un événement qui est grand public, qui permet vraiment d'apprendre des choses et de découvrir des choses. Mais moi, ce que je trouve plus intéressant, en tout cas dans la démarche que nous on porte, c'est le processus qui permet d'aller vers des professionnels, des structures et de faire le travail que nous on mène, c'est-à-dire du lobbying auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les choses durablement. En fait, le processus des journées du matrimoine, telles qu'elles sont pensées, il permet ensuite de mettre en place des actions et d'aller plus loin. Moi, je dis souvent que c'est notre manière à nous, le collectif que je représente, de mettre un peu le pied dans la porte, de travailler sur les questions de matrimoine. En fait, c'est très positif et c'est souvent accueilli très favorablement. Et ça permet ensuite d'aller plus loin sur les questions d'égalité. Et puis, à l'échelle du territoire normand, rouennais, ça nous a permis aussi de développer des vrais projets. On en a parlé ce matin avec la ville de Nantes et on a des projets très similaires sur notre territoire. Ça nous a permis de faire ressortir en fait des femmes illustres ou pas d'ailleurs, ou pas assez de notre territoire, de travailler sur leur mémoire, de les faire émerger, de travailler aussi sur la place des femmes dans l'espace public, de permettre de poser des plaques commémoratives dans un certain nombre d'espaces qui ont permis de leur redonner toute leur place dans notre espace public, de nourrir aussi toute la réflexion sur le nommage des plaques de rue et des bâtiments publics, puisque c'est un vrai enjeu. Ça a été dit ce matin, mais de toute façon, la moyenne nationale est catastrophique. On est à peine à 5%. Donc voilà. Et puis, ça s'est inscrit aussi dans une démarche plus globale et intersectionnelle de réflexion sur notre mémoire et sur les récits en fait, qu'on souhaite pour les générations futures. En fait. C'est une vraie réflexion globale sur la façon dont on pense en fait, notre héritage et comment, en se basant sur un héritage qui est plus juste, comment ensuite on peut construire un monde que demain on souhaite toutes, je pense, et tous plus égalitaire à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment important. Parce que les journées du matrimoine, ça a permis de développer ces projets-là, ça a permis de développer aussi un travail sur la mémoire des féminismes rouennais. Je pense notamment à tout le travail qui a été fait sur l'histoire du MLAC aussi à Rouen, comme à Nantes. Ça a permis tout un tas de projets en fait, qui permettent ensuite de s'appuyer dessus et de continuer à mener ce combat. Donc voilà ce que j'aimerais en dire. Pour conclure, vraiment, c'est un très beau projet. Enfin, je ne le dis pas parce que c'est un projet que je porte, je le pense sincèrement et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit juste avant. Il n'y a pas de concurrence entre les projets. En fait, nous, ce qu'on souhaite de toute façon, c'est faire avancer les choses et que la mémoire des femmes, elle continue d'avancer, d'évoluer, parce qu'on a encore beaucoup de chemin. On a encore beaucoup de chemin pour atteindre l'égalité réelle. Et tous les projets, tout ce qu'on ressent comme ça collectivement partout en France qui va nous permettre d'y arriver, il faut les encourager, il faut continuer. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Enfin, je suis très, très enthousiaste par tout ce que j'ai entendu depuis ce matin et le nombre de personnes qui sont présentes. Et vous dire aussi que c'est pour ça que c'était important de le présenter toutes les trois aujourd'hui, sans l'appui du politique, sans l'appui des institutions locales, les associations ne peuvent rien. Et je pense aussi que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que le fait de travailler ensemble dans une synergie collective, à la fois avec les politiques, les institutions, les associations militantes, mais également les chercheurs, les chercheuses, les archivistes, enfin voilà, on est tout un écosystème qui doit travailler ensemble si on veut réussir et si on veut que ça s'inscrive durablement. Et je clôturerai en disant que la revendication première, nous, de notre collectif, c'est de disparaître. Bon, on n'est pas très doués, c'est pas demain. Mais en tout cas, notre revendication première, c'est que les journées du matrimoine et du patrimoine, elles soient portées par l'État. C'est extrêmement important, on en a parlé ce matin, le courrier qui a été co-signé. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on arrêtera comme ça de solliciter des moyens et puis voilà, de dépenser toute cette énergie pour réaliser les choses. Et c'est important parce que symboliquement, aujourd'hui, on ne peut plus accepter que les deux choses ne soient plus portées partout sur le territoire de manière équivalente. Parce que là, on est très contente à Saumur, en Normandie, à Nantes, dans plein de territoires. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que partout en France, le matrimoine, il soit valorisé à égalité avec le patrimoine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes les trois pour cette présentation. Et puis bravo pour ce projet qui est vraiment pionnier et puis qui nous fait un exemple inspirant, je trouve. Ça fait, comme vous avez dit, avancer la transformation sociale. Ça fait bouger les lignes vers une société plus égalitaire. Et donc, on voit que ça peut faire aussi jaillir de nombreux projets chez vos partenaires. Donc, c'est, comme vous avez dit, très enthousiasmant. Alors, on a la chance d'avoir un petit espace de temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis, pour lancer ce temps de questions, moi, je vais pouvoir vous demander aux uns, aux unes, aux autres, voilà, finalement, dans les différents projets que vous avez menés, justement, est-ce que vous avez pu constater des retombées positives, des élans que ça pouvait venir générer, ou à contrario, est-ce que vous avez pu rencontrer des freins dans vos démarches? Parler de Bref d'Archives et donc du spectacle de théâtre improvisé. Nous, on a accueilli en fait pour la première opération plus de 300 personnes. Donc c'était énorme. On s'y attendait pas. La plupart du public ne nous connaissait pas non plus. Donc on a vraiment eu des retombées positives sur l'instant. Par contre, en salle de lecture, il n'y a pas eu grand changement. On a peut-être été un petit peu plus sollicité par téléphone, par mail pour des recherches particulières sur le matrimoine, mais c'était pas flagrant. Voilà. Donc à continuer, à poursuivre. Est-ce que Christine, vous voulez nous partager des éléments sur les retombées ou... La grande satisfaction, ça sera certainement de voir le musée un jour physiquement existant à Angers. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc de continuer. Alors c'est plutôt bien parti, avoir des partenaires qui nous soutiennent, très variés, comme la ville d'Angers déjà. C'est vrai que c'est important, ce niveau municipal. Ou des associations comme l'association des professeurs d'histoire-géographie. Et puis, il ne faut pas oublier dans toute cette dynamique quand même le monde universitaire. J'ai l'impression qu'à travers le projet de musée des féminismes, on est un peu les seuls à en parler. Mais il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en France, beaucoup d'enseignantes et d'enseignants-chercheurs. Et parfois, j'ai l'impression qu'on découvre un peu dans les archives ou qu'on découvre l'histoire des femmes là en 2021, 22, 23. Alors, moi qui commence à être un petit peu âgée et qui suis toujours en contact avec Michel Perrault et les historiennes de cette génération, elle a 96 ans ou 97 ans, et toujours très active, comme vous le savez, ça date pas d'aujourd'hui, et qu'il y ait une transmission et un renouvellement générationnel dans les universités, dans la recherche, avec le souci d'interagir avec les associations, avec le monde des archives, avec le monde des musées. C'est vraiment important de ne pas oublier les universités quand il y a un projet qui se fait, et aussi que les universités n'oublient pas de regarder un petit peu à l'extérieur. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est un enjeu énorme, en tout cas pour la recherche et la culture dans les universités. Je garde le micro. Alors, sur autre chose, je me permets, mais c'est un sujet qui me tient à cœur comme historienne. L'histoire des femmes, depuis déjà au pluriel, l'histoire des femmes, on la pratique, nous, avec le prisme du genre. Les archives sont genrées, l'administration est genrée. Le genre, il est absolument partout, même dans ce qui se prétend neutre. Ça n'existe pas, en fait, cette neutralité du point de vue du genre. Simplement, on n'a pas forcément les lunettes pour le voir. Il faut apprendre à le voir. Et ça, c'est aussi quand même ce que nous apprennent les recherches. Et ça serait bien que ça diffuse, même si la notion de genre est contestée, mal comprise. Il y a quand même eu des progrès récemment, et j'espère que ça va continuer comme analyseur des relations entre les femmes et les hommes et les identités d'une manière générale. Sans oublier la dimension LGBT qui est fondamentale aussi pour nous dans les études de genre. Et l'autre sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est
de ne pas individualiser à l'excès l'histoire des femmes et de ne pas tomber non plus tout dans le panneau de la notoriété, de comprendre comment se construit la notoriété. C'est vraiment important de comprendre ces mécanismes discriminatoires qui sont à l'œuvre. Et comment dire, l'histoire, elle est avant tout collective. Donc, j'ai aimé entendre parler des ouvrières tout à l'heure, ou des groupes qui n'ont pas forcément de nom, ou des associations, des femmes qui se regroupent. Mais l'histoire des femmes, pour moi, n'est pas une histoire en série de femmes dites remarquables, parce que, il faut aussi la faire, cette histoire-là, mais comment dire, il faut aussi la problématiser et avoir un petit peu de... Je vous donne juste un exemple. Un débat par hasard sur France Inter, je tombe dessus, j'entends une féministe. Je ne vais surtout pas donner son nom parce que ce ne serait pas très sympa de ma part. Et on lui dit, mais alors, pour la panthéonisation des femmes, vous verriez qui ? Donc elle lâche quelques noms, très bien, Lucie Aubrac, très bien, et Violette Maurice. Je sais pas, elle est un petit peu plus connue de nos jours, Violette Maurice, une grande championne sportive, enfin qui a quand même été collabo pendant la guerre et tuée lors d'une action de la résistance. Si on prend le critère de la notoriété, effectivement, Violette Maurice est une femme intéressante. Et dans le domaine du sport, elle a marqué l'histoire. Mais on ne peut pas isoler cet aspect-là. Hein. Et simplement, je pense que par réflexe, cette féministe a cherché des noms de femmes remarquables, de femmes connues, en oubliant complètement cet aspect-là. Donc nous, on ne fait pas l'histoire des saintes, on ne fait pas que l'histoire des femmes remarquables, héroïques, qui ont toujours été du bon côté, etc. Non, et il y a un risque quand on fait des listes comme ça de femmes remarquables. Je comprends que ça se fasse pour les noms de rue, c'est parfaitement légitime, mais l'histoire, c'est bien plus que ça quand même. Je vous rejoins complètement, je suis totalement d'accord, mais je pense que tant que dans la salle, personne ne sera capable de me donner en 1 minute les noms de 10 peintresses, je pense que ce travail sera nécessaire. Enfin, je mets au défi la salle, 10 peintresses connues. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que en fait, les deux sont importants ensemble. Oui, moi j'avais une petite question. Je ne connais pas du tout le travail d'archiviste, le travail de recherche. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir Léa Mornon-Chauvac, qui est journaliste et autrice, qui a écrit sur les sœurs Narval, qui sont 7 sœurs qui viennent de Martinique notamment, et qui ont créé un sacré matrimoine, puisqu'elles ont participé à la Revue Noire. C'est ça ? C'est là. A fondé la Revue du Monde Noir, ouais, et le Salon littéraire de Clamart. Et dans sa conférence, elle expliquait que c'est des femmes qui se revendiquaient un peu en Martinique, parfois sur la scène politique, et qui se revendiquaient parfois un peu de l'ordre du féminisme, et parfois non, par instinct de protection. Elles jouaient un peu avec ça par peur et protection. Et ça m'a fait penser à ça quand on parlait de la scène d'intérieur de Café Parisien. Est-ce qu'il y a des choses difficiles à retrouver ? Parce qu'en effet, à certaines époques, à certains moments, et est-ce qu'on peut le savoir, les femmes se sont protégées en donnant d'autres titres, d'autres noms. Et du coup, pour les recherches, ça devient d'autant plus difficile, notamment pour le féminisme. Est-ce que j'étais claire ? Alors, très clair dans la question. Est-ce que Christine voulait répondre sur ce sujet ? Moi, je ne sais pas si on m'entend, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir le point de vue des archivistes, parce que, en fait, ce qui est très intéressant dans les archives, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, vraiment, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais c'est l'indexation, en fait, des archives. Et ça, c'est un vrai problème, parce que l'indexation, elle n'est absolument pas neutre. En fait, tout ça est très codifié, très décidé. Et je pense que vous pouvez en dire un mot, parce que ça joue beaucoup dans l'invisibilisation, en fait, de la mémoire des femmes. C'est la manière dont on indexe, en fait, les archives, qu'elles soient visuelles, textuelles, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais je pense que c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Oui, alors, oui, pour rebondir, là on parlait de genre tout à l'heure, l'information n'est pas genrée dans le sens une information,
C'est une donnée, en fait. Par contre, ce qu'on en fait, comment on l'interprète, comment on évalue et comment on l'indexe, et là, il y a beaucoup de travail. Là, on peut genrer l'information. C'est pour ça que je voulais rebondir dessus. Mais une information est une donnée. Chacun en fait ce qu'il veut. C'est son point de vue, en fait, qui le fait évoluer. Je vais passer le micro à mon collègue qui est plus sur les fonds privés. Juste rapidement, donc sur les fonds privés, toutes les archives privées notamment, on ne va pas forcément avoir beaucoup de fonds, nous par exemple à Saumur, sur des femmes qui donnent leurs archives. Donc pour retrouver leur parcours, c'est pas évident, il faut trouver d'autres fonds pour essayer de retracer ce qu'elles ont pu faire ou autre. Ce qui est par rapport à l'indexation aussi, parfois quand on reçoit un fonds d'archives, le temps qu'il soit traité, eh bien, ça peut prendre du temps, quelques années. Donc c'est pour ça que même si on reçoit par exemple demain un fonds très intéressant, on pourra peut-être le traiter que dans 2-3 ans. On essaye de faire au maximum quand on peut. Mais là encore aussi, chaque archiviste va inventorier, rédiger ses analyses aussi différemment. Donc moi, peut-être ce que je vais décrire dans mon instrument de recherche ne sera pas la même chose que Constance, ce qu'elle pourra faire, ou que mon autre collègue ailleurs pourra le faire. Donc la question de l'indexation ou autre, c'est aussi important. En fait, là, il y a tout un travail pour même aller repartir dans toutes vos archives pour parce que c'est le reflet d'une époque, la manière dont ça a été indexé, avec un biais très, pas du tout féministe pour le coup. Et donc, il y a beaucoup d'archives. Vous avez aussi du mal à faire émerger de la matière parce que c'est mal indexé, entre guillemets. C'est très minimisé. Voilà. D'où l'utilité du guide des sources que Marie Guédon avait réalisé en 2023 et qu'on va normalement actualiser, mais c'était justement pour combler cette lacune. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à le consulter si ça vous intéresse. Donc effectivement, peut-être de l'intérêt de regarder tout ce qu'on a sous la main avec un œil neuf. Pas si neuf. C'est ce que vous avez dit. Au centre des archives du féminisme, on a un carton vide qui rappelle la disparition, en fait, en amont de toutes sortes de traces sur l'histoire des femmes et du féminisme. Et il faut toujours avoir ça en tête. Ne subsiste que très peu de traces, même d'un passé récent, parce que le féminisme n'est pas un mouvement particulièrement bien conservé sur le plan archivistique. Il a fallu des efforts militants anciens ou plus récents et c'est très imparfait, c'est très incomplet. Surtout si on pense aussi à la mémoire orale, à tous ces témoignages qui n'auront pas été enregistrés, filmés à temps. Donc il faut effectivement avoir ça en tête, que là on parle de femmes ou de féministes qui ont eu peu de moyens généralement, qui étaient très minoritaires, très combattus. Si on pense à d'autres mouvements comme les mouvements de résistance, il y a aussi les nécessités de la clandestinité, de se protéger. Il y a des fonds d'archives de féministes radicales racisées, par exemple lesbiennes, avec qui on était en discussion pour avoir leurs archives. Et finalement, pour se protéger, elles ont décidé de ne pas encore donner leurs archives, qui sont nominatives, qui révèlent trop de leur vie. Donc on ne parle pas seulement du 19e siècle ou de période où la répression explique la disparition et le manque de moyens explique la disparition des sources. Mais il y a effectivement le besoin de se protéger. Et l'éloignement aussi de la culture de l'archive. Pour beaucoup de groupes de militantes, même aujourd'hui, l'idée qu'elles pourraient avoir une place dans l'histoire et qu'elles pourraient laisser une trace archivistique, c'est étranger à leur culture. Elles n'ont jamais mis les pieds dans une salle d'archives et voilà. Il faut aussi penser des formes de féminisme plus populaires dans les quartiers et c'est très très mal préservé. Donc il y a aussi des biais dans ce qui a été conservé qui posent vraiment problème. J'avais une question sur du coup ce qu'on intègre dans le spectre des féminismes et si des luttes de femmes qui elles-mêmes ne se revendiquaient pas comme féministes. Je pense par exemple aux luttes des paysannes.
est-ce qu'elle pourrait être intégrée ou pas dans ce musée des féminismes? Oui, on va avoir une approche assez large. La première exposition, Les femmes sont dans la rue, l'a bien montré. C'était pas exclusivement sur les féministes qui s'auto-désignent comme telles. Il y avait les luttes sociales, il y avait les grèves de femmes, il y avait la participation des femmes aux révolutions du 19e siècle. Il y avait des luttes il y a beaucoup de femmes dans les luttes écolo aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est nécessaire d'avoir une vision plus large des dynamiques d'émancipation des femmes dans lesquelles les féministes jouent un grand rôle, mais pas un rôle exclusif. Il y a aussi une sorte de féminisme qui ne dit pas toujours son nom dans les syndicats, dans les associations, dans certains partis, dans des collectifs autogérés, qui peuvent être pour plein de raisons éloignés de ce qu'on appelle féminisme. Donc ça, il faut s'en souvenir. Ouais. Merci beaucoup. Et là, je vais générer de la déception et de la frustration, mais nous avons une deuxième table ronde qui nous attend avec des tas d'intervenants super intéressants. Et merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes de notre première table ronde.